présenter. Bonsoir, 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 bonsoir. Je pense qu'il est 21h03. Moi, j'ai 21h05, j'ai 20h55. Donc, bienvenue à cette émission de ce soir. Donc, il y a les invitations qui ont été distribuées justement concernant le thème de ce soir. Donc, parlons de nos expériences. Donc, c'est quoi les expériences qu'on doit parler? C'est un peu vaste. Je suis d'accord au niveau du thème, mais on va essayer de se concentrer sur quelque chose de bien précis. Donc, quand on parle des expériences, on peut voir les expériences professionnelles, les expériences, on va dire privées, du domaine social. C'est un peu vaste, voilà. Mais par contre, ce soir, on va vraiment aborder un thème autour de la protection. La réalité, justement, je vais essayer de mettre le thème en même temps, la réalité de la protection de l'enfance. Donc, ce soir, il y a deux invités. Donc, il y a Pascaline qui est en coulisses. Hein, donc, vous verrez pas son visage parce qu'elle préfère garder son anonymat, tout simplement. Donc, j'ai Roland qui va intervenir en tant qu'éduc. Donc, lui, il travaille vraiment avec les enfants qui sont dans les centres sociaux. Et les enfants qui, je vais dire, les services sociaux retirent chez leurs parents pour pouvoir les placer dans des foyers d'accueil ou voilà, dans pas mal de centres. Donc, je vais juste essayer de dire bonsoir aux personnes qui sont connectées. Bonsoir à vous. Je ne sais pas si c'est Freddy. Je pense que Freddy, je vais juste regarder. Je dis bonsoir. Bienvenue. Ok, donc là, on va lancer le live hein, parce que le temps que je regarde, c'est pas évident non plus. Donc, je vais commencer avec mon invité. Donc, je vais commencer avec Roland. Donc, tu vas te présenter et tu vas nous dire un peu en quelques mots qu'est-ce que tu fais et c'est quoi ton métier en fait. Bonsoir. Okay. Oui, bonsoir Alerte. Bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes. Donc voilà, moi je suis Pitu Chomongo Roland. Voilà, je suis activiste patriote congolais vivant au niveau de la diaspora. Je suis travailleur social. Je suis diplômé d'État éducateur spécialisé. J'ai un master en droit sanitaire et social. Donc voilà, j'ai une expérience dans le domaine de la protection de l'enfance, ce qui est le thème de cette émission. Et je pense que on va essayer d'aborder la question et essayer d'éclairer un peu nos familles. C'est quoi la protection de l'enfance et comment, bien évidemment, faire pour que lorsqu'on est en difficulté et comment faire pour solliciter de l'aide et éviter à ce qu'on soit piégé par des différents aspects juridiques, si on peut le dire, ou des techniques, en tout cas basiques, qui peuvent permettre à ce que nous puissions déceler, anticiper sur les risques qui peuvent causer, notamment sur le placement. D'autant plus que lorsqu'un enfant est placé, et ça a des conséquences sociales, ça désocialise l'enfant, ça provoque vraiment des situations de carence affective qui par la suite est irréparable. Hein. Ce sont des points que nous allons aborder au cours de l'émission. Donc voilà, donc j'ai fait une brève présentation. Donc je suis éducateur spécialisé d'État, diplômé d'État éducateur spécialisé. Et puis voilà, j'ai un master en droit sanitaire et social. Et là, je travaille dans un centre d'hébergement. Voilà, et dans ce centre d'hébergement, il y a des situations de placement. J'étais dans la protection de l'enfance. J'ai travaillé avec des mineurs isolés étrangers, généralement des Africains, le Maghrébin, qu'on a aussi inséré à Paris, apporté de différents accompagnements sociaux et éducatifs, mais aussi dans les démarches administratives et juridiques pour qu'ils puissent obtenir une certaine régularisation pour certaines, mais aussi leur faciliter l'autonomie, faciliter leur intégration en France. Donc voilà, en gros, s'il faut que je me présente, je préfère m'arrêter là et qu'on laisse plutôt les temps à ce qui va être la question essentielle liée à la protection de l'enfance, qui est notre thème de ce soir en fait. Donc voilà, ça c'était une brève présentation que j'ai pu faire en fait. Voilà. D'accord, merci à toi. Donc maintenant, je vais vous présenter tout simplement Pascaline. C'est une maman de 3 enfants qui, elle va témoigner. Donc, elle va nous parler un peu de ce qui s'est passé dans sa vie et elle préfère rester anonyme, tout simplement, mais vous allez l'entendre. Et je vais lancer. Bonsoir Pascaline.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Alors, tous. moi, Bonsoir, c'est bonsoir. Pascaline. J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, D'accord. 19, 16 et puis 2 ans. OK. Alors, je tenais absolument à témoigner afin de sensibiliser autour de moi. J'ai eu affaire à la protection de l'enfance en ce qui concerne notamment mon ami. Mais à la différence de beaucoup de familles, c'est moi qui suis allée chercher la protection de l'enfance. En fait, je suis allée demander de l'aide. Et ce qui serait important de noter, c'est il faut s'informer. Il faut, c'est très important parce que moi, dans mon cas, je dirais mon ignorance m'a conduit à faire des choix que je regrette. Il y a 4 ans, ma vie a complètement, elle a changé de tout au tout. Je me retrouvais face à un adolescent que je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'avais jamais été confrontée à la drogue ou à l'alcool parce que j'étais convaincue être à l'abri. Pour moi, ça n'arrivait qu'aux autres, ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Je faisais tout pour élever mes enfants dans des bonnes conditions et j'étais convaincue jusqu'à ce moment-là que ça ne pouvait pas frapper à ma porte. Et je me suis retrouvée avec un gamin qui était violent, de plus en plus violent. Mais quand je dis violent, mais c'était des énormes crises de violence. Il lui arrivait de tout casser dans la maison. D'accord. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai essayé de dialoguer, mais le dialogue était rompu. Toutes les portes étaient fermées. Et la violence, plus le temps passait, plus ça devenait mais vraiment catastrophique et j'ai eu peur. Dans un premier temps, j'ai saisi mon assistante sociale de mon secteur. J'ai pris un rendez-vous, j'ai expliqué ma situation. Elle est venue à la maison avec une éducatrice et ce qui devait arriver est arrivé. Encore une crise de violence devant ces travailleurs sociaux-là. Alors, elle m'a convaincue, elle m'a dit non, le mieux serait peut-être dans un premier temps un éloignement familial, peut-être qu'il y a des problèmes à résoudre. Cet éloignement que j'ai refusé parce que pour moi, ça devait être la première séparation. Je n'avais jamais eu de séparation avec mes enfants. Mais les épisodes de violence, elles devenaient de plus en plus violentes. Le mot violent est très faible. Et je n'avais plus peur pour moi, mais j'avais peur pour mon autre enfant. J'avais D'accord. peur pour lui aussi. Et Si tu peux me permettre, il avait quel âge le petit? il avait 15 ans. Il avait D'accord. 15 ans. Il entrait à sa seconde, donc il avait 15 ans. Donc, à la suite de cela, finalement, le placement est décidé. Mais je crois que je devrais appeler ça la descente aux enfers. S'il vous plaît, qui a décidé le placement? C'était les juges ou Puisque j'étais son représentant légal, oui, c'est moi qui ai décidé le placement parce que comme je vous d'accord. ai dit, voilà, sous les C'était un conseils, placement, c'était un placement volontaire, c'est ça? je ne dirais pas volontaire. Ouais. En fait, il ne savait pas ce qui se passait. C'était temporaire. Oui, il était temporaire. Oui, c'est vrai. Il n'était pas définitif, il était temporaire. C'était un éloignement de 2 ou 3 mois. D'accord. Par la suite, je me suis retrouvée avec un enfant qui avait tellement soif de liberté. Je venais de lui donner la clé et le passeport pour s'épanouir dans sa recherche. D'accord. Et à partir de ce moment, je me retrouvais face, parce que j'avais quand même droit de le récupérer les week-ends. Nous sommes des mamans. Alors moi, quand je récupérais mon enfant les week-ends, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je retournais vers les travailleurs sociaux. Je dis, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on me reprochait d'être stricte. On me reprochait d'avoir sûrement fait quelque chose. On m'indexait plus comme la mauvaise maman. OK. S'il est comme ça, c'est de ma faute. S'il est comme ça, c'est parce qu'il y a eu un manquement. Ce qui peut être vrai, chacun à son niveau est compétent.
Et, mais moi, en tant que maman, mon instinct de mère et même ce que je voyais, puisque chacun connaît son enfant, peu à peu, l'enfant que je connaissais, je ne le retrouvais plus. Je ne le voyais plus. Il disparaissait sous mes yeux. Et la situation familiale n'ayant rien arrangé, parce qu'avec son papa, nous sommes divorcés. Et l'enfant a émis le souhait de passer certains week-ends chez le papa. Ah. Et là encore, j'ai dit aux travailleurs sociaux, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible parce que ces enfants, ils ne le connaissent pas. Pour moi, c'est plus une recherche de liberté qu'autre chose parce qu'ils ne connaissent pas ce père-là et je ne pense pas qu'ils aient envie de nouer les liens. Voilà. Et la réponse était toujours non, il a tout à fait le droit, nous ne pouvons pas l'en empêcher. J'ai dit, je veux bien que vous n'ayez pas cette possibilité, mais quand mon enfant il dit qu'il va chez son père, j'aimerais qu'on m'assure qu'il est effectivement là-bas. Parce que vous laissez partir un gamin de 15-16 ans en week-end quelque part et vous n'avez pas la certitude qu'il se trouve à cet endroit. Et effectivement, j'avais raison. D'accord. Parce que quelque temps après, il était en échec scolaire. D'accord. Tous les problèmes sont arrivés. Il était en échec scolaire. Il n'y allait presque plus. D'accord. Abonné absent. J'étais à chaque fois que nous avions l'audience au tribunal, il m'était reproché de ne pas le laisser vivre sa vie. Et moi, je leur disais, il ne peut pas vivre cette vie-là chez moi. Je ne fume pas, je ne bois pas et je n'accepte pas qu'on prenne du cannabis au petit déjeuner dans ma maison. Wow. Et je le disais au juge comme ça et il n'en serait pas autrement. Et j'ai tenu bon, j'ai tenu ferme. Je ne me suis pas laissée de monter. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'étais enceinte de ma petite dernière. Jusqu'à ma salle d'accouchement, on m'appelait. Ah oui. Ah oui. Oui. Donc, pour dire que le placement crée des conséquences de part et d'autre. L'enfant est certes la priorité parce que l'enfant, il est en souffrance. Moi, j'avais un gamin qui était en souffrance, qui avait besoin de ça. Et le jour où le juge décide finalement d'annuler le placement et le retour à la maison, une semaine après, il commet l'irréparable. Ah, qu'est-ce qu'il commet? Je suis à la maison, je vois des policiers arriver. On me dit qu'il y a perquisition chez moi. Mais vous cherchez quoi? Ils ne me répondent pas. On me demande après, je dis qu'il n'est pas là. Il était supposé être chez ce père. Et là, on me dit qu'il aurait braqué un bureau de tabac. Il a braqué? Oui. Et vous savez, quand vous avez une existence paisible, quand vous avez une existence tranquille, quand on vous dit que c'est votre chair, c'est le sang de votre sang qui a commis certains actes, tout de suite, c'est le ciel qui vous tombe dessus. Oui. Je dis, mais c'est pas possible. On me dit, oui, venez. Et il fallait que je me déplace. Et puis, voilà. La machine judiciaire a pris la relève. J'ai dit, ben voilà, nous sommes face au problème que j'essayais de vous faire comprendre. Tous les week-ends, vous avez laissé partir cet enfant. Soi-disant qu'il allait un week-end chez son papa. Personne n'a jamais, vous n'avez aucune preuve. Ah, mais madame, nous, on fait. Je dis oui, chacun à son niveau fait son travail. Mais je pense que la priorité reste cet enfant que vous dites protéger. Pour moi, vous avez détruit mon enfant et une fois que ça a été fait, vous me l'avez rendu et aujourd'hui, vous me demandez d'en assumer les conséquences. C'est ça le schéma. Bien entendu, je n'indexe pas les éducateurs ou parce que je reste persuadée que chacun à son niveau fait son travail. Mais la réalité, elle est autre. Parce que parfois, nous avons affaire à des personnes qui ne connaissent même pas nos réalités. Moi, je sais ce que j'ai donné.
Je sais que je n'étais peut-être pas la meilleure des mères, mais je suis convaincue de ce que j'ai donné. Et cette histoire-là en est arrivée à me faire douter du fait que je puisse être une bonne mère, du fait que je puisse être une femme, parce qu'une femme, c'est sa maternité. Oui. Ça a remué en moi des douleurs et des souffrances qui sont les miennes. Oui. Et je me retrouvais face à ça. On me demandait d'assumer quelque chose que je n'avais pas fait. Vous savez, je suis son représentant légal. Donc, entre guillemets, c'est moi qui aurais braqué. Et c'est très difficile à assumer. Hein. Ah oui. C'est très compliqué à assumer psychologiquement parce que quand vous arrivez au tribunal et que vous avez ces gens en face de vous qui vous regardent comme la mère du délinquant, alors que vous-même, vous êtes perdu, vous ne comprenez pas. Pour moi, le système m'a menti. Le système, pour moi, m'a menti dans le sens où ils ont dit protéger mon enfant. Ils l'ont pris, ils en ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et une fois que c'était fait, ils me l'ont remis. Et une fois de plus, ils m'ont condamné en me demandant d'assumer. Ma première douleur, elle a été le placement. La deuxième, on me demande d'assumer des conséquences. Où non seulement, vous savez, c'est difficile. Je n'ai jamais vu un joint de cannabis. Quand on me parle de cannabis, je ne sais même pas de quoi on me parle. Quand il y a perquisition chez moi et qu'on me dit, mais ça sent le cannabis, et puis je regarde le monsieur, je lui dis, ah bon? Ah ben oui. Oui. Vous connaissez pas, donc c'est un peu normal que vous réagissez comme ça. Quand on est une maman et qu'on doit quitter la maternité avec un bébé de 5 jours parce qu'on doit aller voir un juge qui ne voit même pas notre fragilité et qui nous jette au visage, vous n'êtes pas digne d'être mère, on est choqué. On est étonné parce que ce même système qui dit vouloir protéger ces enfants-là, ils nous broient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font c'est quand même une cellule familiale. Moi, ma cellule familiale, elle a été brisée. J'ai dû me battre. Je me suis retrouvée au tribunal à être l'avocate de mon propre enfant. Ah oui, à plaider parce que je voyais l'avocate défaillante. Vous savez, ça va crescendo. Et on se lève, et puis c'est l'instinct de mère qui prend le dessus, et puis on sort des formules, et après on nous demande, mais où est-ce que vous avez appris à plaider? Parce qu'on comprend que c'est grave. Mais pendant qu'on se bat, on a un enfant qui est complètement perdu, comme vous le disait Roland tout à l'heure. Il est perdu. Le lien familial est rompu. Les liens affectifs sont rompus. L'enfant n'a plus de repères. Et c'est des choses irréparables. Oui. Et il est resté combien de temps par rapport à son placement, en fait? Parce que les services sociaux sont venus, il avait 15 ans. Oui. Et il est revenu après combien de temps? Alors, il est revenu après 6 mois et à la suite du braquage, il a été à nouveau placé. Oh là là. Et là, ça a été la catastrophe. Parce qu'il a été à nouveau placé et c'était fugue sur fugue. Il pouvait fuguer 1 mois, il pouvait fuguer 2 semaines. On faisait un rapport, on me téléphonait et puis c'était comme ça. Et puis maintenant, on sait ce qu'il faisait pendant les fugues. Il allait dealer puisqu'on a une autre affaire en justice concernant cette période précise. Mais moi, ce que je reproche, c'est que moi, aujourd'hui, je dois assumer. Je dois assumer en tant que représentant légal. C'est mon enfant, c'est la chair de ma chair, ça ne changera jamais, je ne renie pas. Mais parfois, je me pose la question de savoir si je n'avais pas accepté ce placement, si j'avais été informée, si je savais, si j'avais cherché de l'aide ailleurs et que cette aide-là m'avait été apportée sincèrement, peut-être je n'en serais pas là. Mais je suis dans le peut-être, je n'ai aucune certitude. Parce que parfois, nous devons également admettre en tant que parents que nos enfants puissent choisir leur chemin, un chemin peut-être qui ne nous convient pas, un chemin peut-être qui n'est pas le nôtre, mais qui puisse choisir le leur. Et moi, je me suis retrouvée face à un enfant manipulateur, menteur. Oui,
il avait compris comment fonctionnait le système. C'est des enfants qui connaissent comment fonctionne le système. Si je pleure, je dis que ma mère, elle n'est pas bien. Je dis que ma mère, elle n'est pas gentille du tout. On aura pitié de moi, on me mettra sous les jupons. Et il a joué avec ça pendant des années jusqu'à ce que le système qui me condamnait hier, aujourd'hui me donne raison. Mais trop tard. C'est un peu tard. Trop tard. Trop tard. Les pots ont été cassés, les verres ont été cassés, les oreillers ont été mouillés. Et nous avons, fin des fins, cet enfant qui, soi-disant, devait être protégé, qui est pire qu'hier. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. D'accord. Ouais. Et oui, je voulais savoir en fin de compte, quand il a été placé, donc c'est vous qui a été demandé justement de l'aide vis-à-vis de… Qui vous a donné ça comme conseil d'aller voir les services sociaux pour demander de l'aide? Alors, je n'étais pas allée demander de l'aide pour un placement, comme je vous ai expliqué. D'accord. C'était de l'aide parce que j'avais face à moi un adolescent et je ne comprenais rien du tout. D'accord. Mais aujourd'hui, avec la maturité et le recul, je comprends ce qui se passait. Il commençait à toucher au cannabis. Il commençait à toucher à la cigarette, à l'alcool. Et ces choses-là créaient des effets contradictoires en lui. Voilà. Il y avait de la mauvaise compagnie. Je suis la bonne maman africaine. Donc, il n'avait pas trop de liberté. Il avait cette soif de liberté. Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, on essaye de remettre le puzzle à sa place. Mais moi, je n'en savais rien. Je ne connaissais rien de tout ça. Ça ne me dédouane pas, ça ne me rend pas, ça me rend responsable, mais je ne pouvais pas savoir. Donc, en allant chercher de l'aide, mais quand je vous dis qu'il était violent, croyez-moi, il était d'une violence extrême. Je n'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, c'est pas dû au divorce ou c'est pas dû aux séparations que vous avez eues? Oh non, non. Non, ça ne pouvait pas être dû à ça parce que le divorce, il remontait il y avait très longtemps. Parce que j'ai divorcé de leur papa, il avait 2 ans. Exactement l'âge de ma petite dernière, il avait 2 ans. Et je l'ai toujours élevé seule. C'est pour ça que je soutenais que le papa, il ne les connaissait pas. D'accord, ok. Ouais. Et du jour au lendemain, il a changé de comportement. C'est pas une fréquentation. Oui. Allô, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Oui, je voulais dire, du jour au lendemain, il a changé de comportement. Est-ce que ce n'est pas dû à des fréquentations ou à l'école? Est-ce que quoi? Je disais justement, du jour au lendemain, il a changé de comportement. Est-ce que ce n'est pas dû à l'école ou à sa fréquentation extérieure? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de nous… Oui, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa fréquentation? Donc, il avait d'autres amis en dehors de la maison. Donc, il avait le droit de sortir comme il pouvait. Non, il n'avait pas ce droit-là. Il n'avait pas ce droit-là. Non, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait, comme il voulait. Ça se passait à l'extérieur. Et puis, voilà. Je pense que… Donc, il a eu quand même je vais dire, il a eu ça va aller? Allô? Allô, Pascaline? Allô? Ok, on s'est coupé, je ne sais pas. Allô? Je crois qu'il y a un problème avec son micro, donc je vais remettre. Allô? Donc, elle va nous rejoindre. Donc, c'est son témoignage. Donc, Pascaline, c'est une maman de 6 enfants, de 3 enfants. Et elle vivait avec son fils qui avait 15 ans. À un moment, le fils, du jour au lendemain, il est devenu violent. En sachant que Pascaline, elle a divorcé du papa. L'enfant avait que 2 ans. Elle a 3 enfants. Et l'enfant est devenu violent du jour au lendemain à 15 ans, en sachant que, parce que j'ai eu quand même une discussion avec elle avant qu'elle intervienne, donc en sachant que quand elle a commencé, elle a laissé l'opportunité à l'enfant de prendre, je vais dire, de sortir, d'aller à l'école tout seul,
Donc, cette indépendance-là de lui dire, va à l'école, paye le ticket ou déplace-toi, va à l'école et voilà. Donc, à un moment, il faut couper le cordon, comme on dit. Donc, au moment où la maman a laissé cette ouverture-là, c'est là où l'enfant a profité de pouvoir fréquenter ses copains. Donc, les copains, la maman n'était pas au courant. Et voilà un peu les conséquences qui aboutit à tel point que l'enfant du jour au lendemain est devenu violent parce qu'il fumait, il a commencé à fumer du cannabis et fréquenter les autres amis. Du coup, elle me disait aussi, la dernière fois, elle me disait que son fils c'est un suiveur. Donc, c'est un suiveur. Donc, le fils, il suivait des amis sans même dire, voilà, ou choisir le bon ou le mauvais. Quand on est enfant, on ne sait pas, on est un peu ignorant, donc on se lance. Donc, j'ai Roland avec moi. Donc, il est, en attendant que Pascaline, ça s'est coupé. Donc, je voulais que tu nous parles un peu des pièges liés à la réalité de la protection de l'enfance. Parce que, en tant qu'éducateur spécialisé, on est amené, on nous dépose des enfants que forcément on ne connaît pas. Oui, un petit peu, on va dire, on connaît un peu leur vie, mais pas dans le détail. On connaît un petit peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'il y a comme problème au niveau familial. Mais on ne connaît pas l'enfant parce qu'on n'est pas des parents. Donc, je te laisse un peu intervenir. Attends 2 secondes. Allô, Linda? Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, je suis en live. Dis-moi, tu veux intervenir? Oui. Oui. Je pourrais malheureusement pas rester longtemps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Linda. Je t'écoute, oui. Mais je voulais faire deux petits témoignages. Bon, d'abord le mien. Oui. Bon, moi, tu sais, je suis en Belgique depuis 2 ans, mais avant ça, j'étais en Irlande. Oui. Et j'ai aussi eu à un certain moment, en fait, j'ai remarqué que ma fille, à un certain moment, il y avait un problème. Hein. Et de ce que je peux te dire, bon, comme je suis chrétienne, j'ai des moments où je prie pour les enfants du monde, et c'est un peu comme à ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, je vais prier pour les enfants du monde. Et donc, c'est pas du tout que ma fille était agressive ou quelque chose comme ça, mais quand j'ai commencé mon programme de prière, ça n'a pas mis 1 ou 2 jours pour qu'en fait, une série de circonstances me montrent qu'elle avait un problème. Et je comprends ce qui a pu se passer avec cette dame-là. Et ce problème se situait à l'école. Je crois que quelque part, elle vivait un harcèlement mental. Elle n'a jamais reconnu, mais je pense que quelque part, elle vivait un harcèlement mental et que aussi, nos enfants noirs vivent une sorte... les professeurs ont développé une sorte de double comportement avec nos enfants. D'accord. Qui font que nos enfants se sentent rejetés quand ils sont en groupe, ils se sentent humiliés. C'est-à-dire que comme il y a des fois une synergie de certains professeurs qui amènent le groupe à faire comme des hyènes autour de nos enfants. Donc, et ça les détruit profondément. Et alors nous, en tant qu'Africains, contrairement aux Blancs, quand on se retrouve par exemple à l'école ou dans un contexte, on va avoir tendance à être beaucoup plus dur et strict et exigeant avec nos enfants. Comme cette dame, c'est une dame qui ferait fort ses enfants, si je comprends bien. Et moi, je suis aussi quelqu'un comme ça que, bon, on a nos cultures et il y a les cultures des autres. Mais en fait, à un certain moment, il faut qu'on arrête de faire ça, nous, en tant qu'Africains ici, et qu'on commence à être un peu comme les Européens. Parce qu'en fait, nos enfants, par politesse, peut-être par gentillesse, parce qu'ils sont soumis, ils ont peur de leur maman, de leur papa et maman, ne vont pas oser dire des choses, mais ils sont en train de souffrir psychologiquement à l'école. Des fois, c'est dans l'attitude des professeurs et des fois, c'est aussi les enfants qui sont toujours méchants. Tous les enfants ils se rendent pas compte de leur cruauté, qu'ils soient entre noirs, qu'ils soient entre blancs, qu'ils soient entre jaunes. Mais ça devient pire quand maintenant, en tant que noir, tu subis des choses dans un milieu qui est peut-être plus européen et que les autres, eux, ont des parents pour les défendre. Mais nous, nos enfants, dès qu'on fait une remarque,
on les regarde avec un mauvais œil et on ne les écoute pas. On n'essaie pas c'est-à-dire automatiquement, Salina tu m'as fait honte, comment tu es comme ça, c'est pas comme ça. On est super strict sans écouter, en oubliant que nous, on est des adultes et on vit tous les jours des choses que l'on remarque, mais sur lesquelles on a des carapaces et eux, ils n'ont pas. Donc, à un moment, quand je comprends, par exemple, elle qui dit que j'ai commencé à le laisser aller seul, ma fille avait le même truc. Elle commençait à aller, bon, elle était obligée parce que moi, avec mon horaire de travail, mais c'était un point, un important moment. Pour aller à l'école, j'étais au travail déjà et elle allait après moi, mais je devais être au téléphone avec elle 30 minutes sur le chemin. Et donc, j'ai commencé à écrire à l'école en disant il y a quelque chose qui ne va pas parce que ma fille n'est pas comme ça, il y a des choses que je remarque. Et jusqu'à ne plus aimer aller à l'école. Elle qui était vraiment, qui mange un livre en une journée, même dans les styles de livres qu'elle prenait, c'était des livres où quelqu'un est persécuté, quelqu'un est trop intelligent. Et en fait, c'est comme si elle vivait un problème aussi parce qu'elle était bonne en classe. Elle était parmi les meilleures de la meilleure classe. C'était une nouvelle école et moi, je n'avais pas compris. On l'avait fait refaire l'examen d'entrée parce que c'était pour classer les enfants en fonction des niveaux de classe. C'est-à-dire les meilleurs vont dans la première classe, les moins bons seront dans la deuxième, mais c'est tous la même année, quoi. Mais ça veut dire que la dernière classe, la classe Z, c'est la classe avec ceux qui ont eu les mêmes genres de notes. Et donc, j'ai commencé à voir ces points ont diminué. Mais plus je demandais à l'école, et plus il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas normal. Et j'ai écrit à des établissements un peu officiels de l'Iran qui m'ont dit, écoutez, madame, c'est pas normal ce que vous nous dites, ni les réactions. Voici 2 adresses email, le groupe des parents et puis tel autre groupe. Et dites-leur que vous allez faire ça et voyez comment ils vont réagir. Donc, je l'ai fait. Alors que je demandais une entrevue pour pouvoir discuter du cas de ma fille, parce qu'elle faisait aussi de plus en plus d'allergies, le même jour où j'ai écrit le mail avec les menaces d'écrire à ces 2 boys, ils m'ont dit oui, on va vous voir directement. J'ai eu un rendez-vous pour le lendemain. Et je me suis assise avec eux et voilà. Et j'ai souligné, c'est-à-dire qu'à un moment, nous, on ne regarde pas effectivement, comme elle dit, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Nous, on ne regarde pas, on fait confiance aux Blancs, on fait confiance au système. On se dit, non, ils ne peuvent pas être injustes avec nos enfants. Ils peuvent l'être. Ils ont dû développer une façon d'être. Et donc, c'était un point que j'ai découvert même qu'à un moment, elle fit l'école. Ou qu'elle allait s'enfermer à la toilette. Et l'école qui était censée, parce qu'elle avait des cartes d'accès, l'école qui était censée me prévenir, pendant tout un temps, ils ne m'ont pas prévenu. Donc moi, je ne reçois pas un message disant que votre enfant n'est pas venu à l'école ou votre enfant est arrivé en retard. Mais ils ont commencé à m'écrire pour me dire votre enfant ceci, quand c'était pratiquement à la dernière minute, et me menacer même de social. C'est-à-dire que c'est vous qui ne faites pas votre boulot. C'est mon enfant que vous ne trouvez pas dans l'école parce qu'elle s'enferme à la toilette. C'est mon enfant qui fait des allergies. Et alors, vous imaginez, vous m'appelez parce que l'enfant fait une allergie, je viens chercher l'enfant. Le lendemain, je vous écris un message comme quoi l'allergie n'est pas passée, elle ne viendra pas. 2 jours après, vous la recevez, mais vous ne la mettez pas en classe. Vous la mettez en retenue, soit disant qu'elle n'était pas venue à l'école, elle doit expliquer pourquoi. Et donc, il me dit, et alors, à un moment, elle ne se sent pas bien, elle m'appelle, enfin, elle demande qu'on m'appelle, qu'elle ne se sent pas bien. Et après, quand je pose des questions, je dis, mais c'est pas normal. Oui, mais elle devait nous dire pourquoi. Mais je dis, mais je vous ai écrit un mail. C'est vous qui m'avez appelé qu'elle avait une allergie il y a 2 jours. Je vous ai écrit un mail le lendemain pour dire qu'elle ne viendra pas. Elle n'a pas besoin d'excuses de médecin. Vous savez très bien son background d'allergie. Et maintenant, vous la mettez en retenue. Elle ne va pas au cours parce que, soi-disant, elle ne vous a pas donné l'explication. Donc, il y a une sorte d'harcèlement. Par exemple, elle a son prof d'irlandais qui commençait à la mettre mal à l'aise vis-à-vis des autres. Et de vouloir absolument qu'elle parle l'irlandais comme si elle avait étudié depuis la maternelle là-bas. Et à un moment, je leur ai envoyé plein de mails parce qu'elle disait oui, mais votre fille, c'est comme elle est distraite. Je dis, mais ma fille, elle parle français, elle parle néerlandais, elle parle anglais, elle parle lingala. Donc quand elle doit quand vous parlez l'irlandais, à un moment, elle va commencer à regarder au-dessus parce que
elle ne peut pas suivre la cadence. Fichez-lui la paix, ça fait 2 années seulement qu'elle apprend l'irlandais. Et sa prof de l'année d'avant disait, elle a un chouette accent. Oui, c'est normal parce qu'elle parlait déjà le néerlandais, c'est un peu un accent comme l'irlandais. J'ai attendu 3-4 ans, mais vous ne pouvez pas exiger d'elle qu'elle puisse répondre comme les autres qui étudient ça depuis 6 ans et se moquer d'elle parce qu'elle fouillait le premier cours d'irlandais, quoi. Ah oui. Donc j'ai remarqué plein de choses, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, il faut que les Africains qui restent en Europe arrêtent de penser africain quand ils sont face à un système européen. Ils doivent commencer à regarder comment les Européens sont. Et chez les Européens, si vous êtes là, c'est-à-dire elle a commencé à défendre son enfant à partir du moment où ils sont allés au tribunal. Peut-être que l'enfant avait déjà des problèmes. Et j'ai commencé à regarder, à commencer à observer aussi les réactions avec les copines, j'ai commencé à un peu plus fouiller les trucs. Et j'ai effectivement remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et que même les profs et même l'école, c'était du style, on me demandait, mais est-ce que votre fille, elle aide à la maison? Ah oui. Pardon? Est-ce que votre fille, elle aide à la maison? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à la maison à voir avec ce qui est... C'est limite harcèlement, en fait. Oui, c'est chez vous qu'elle a un problème. Ou bien, par exemple, des choses du style, oui, mais... Parce qu'elle me disait, maman, on insiste pour que moi, je fasse l'athlétisme. Moi, j'ai pas envie de faire l'athlétisme. Donc, du style, t'es noir. On constatait une fois que tu courais bien. Non, toi, tu dois faire l'athlétisme. Mais pourquoi je dois faire l'athlétisme? Et moi, je disais, mais laissez l'enfant tranquille. Pourquoi elle doit faire l'athlétisme? Si ça ne fait pas partie de notre culture ou de son choix. Elle n'est pas obligée, c'est un choix, c'est une option académique. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Et à un certain moment, j'ai été à l'école et j'ai demandé rendez-vous, je me suis assise et j'ai dit, je ne pars pas de cette école tant que... Et il commençait à m'écrire des lettres en disant que oui, on va écrire au système social et tout ça. J'ai dit, de toute façon, nous, on va rentrer en Belgique, parce que parce qu'à un moment, j'ai même demandé, on va changer d'école parce que c'est pas normal. Une enfant qui réussissait, qui était super brillante, que les profs me disaient l'année d'avant et même des années avant, c'était du style, quand elle avait terminé avant les autres, elle demandait aux profs, est-ce que je peux encore avoir? Et les profs me demandaient, mais comment vous faites pour motiver votre enfant? Et du jour au lendemain, comme ça, et qu'on me demande, est-ce qu'elle aide à la maison? Mais oui, il y a un tableau sur un de mes murs avec des tâches. Vous voulez que je fasse des photos? Bien, vous passez à la maison, vous allez voir. Elle sait cuisiner, elle sait nettoyer, elle sait repasser, elle sait faire ceci, elle sait faire cela. Mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est à l'école qu'elle fuit des classes. Et des trucs. Mais vraiment, à la fin même, c'était, elle est allergique. Elle est censée prendre son anti-allergique dans la classe. On exige qu'elle aille jusqu'à la réception pour aller prendre son anti-allergique. Mais vous voyez, quand un enfant est comme ça, traité comme ça devant les autres enfants vont aussi s'allier s'ils sont déjà en train de faire de l'harcèlement entre eux. C'est ça. Et à la fin, bon, une des raisons pour laquelle je suis venue en Belgique, c'était pour elle. Je l'ai même envoyée avant. Parce que j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je n'ai jamais eu confiance dans le système. Tout ce qui est assistante sociale et des trucs comme ça, faut jamais faire confiance. Moi, j'ai eu beaucoup de cas, faut jamais faire confiance. Mais nous, on est avec cette mentalité africaine, on dit, ben, l'autorité, c'est comme nous les parents. Non. Faut pas faire confiance. Donc, il faut, quand son enfant, il faut faire comme le blanc. Le blanc, son enfant est en tort, mais il a toujours une raison pour protéger son enfant. D'accord. Devant les autres, il faut protéger l'enfant. Donc, en gros, Linda, toi, tu veux que, au niveau de la culture africaine, qu'on s'adapte, en fait, mais en gardant notre culture, la manière dont amener les choses avec les enfants, c'est ça? Oui, et les profs, quand vous êtes avec des profs et des aidants, parce que même quand elle est venue ici en Belgique, elle avait un peu, comment expliquer, elle était censée recommencer avec les notes qu'elle avait. Mais bon, quand même, on l'a laissé passer. Et à un moment, parce qu'elle avait difficile un peu à suivre au début, la question était, bon, peut-être elle devrait faire une option systématiquement, si on veut mettre nos enfants dans la couture. Oui, dans les métiers. Dans les métiers. Et bon, comme moi, en même temps, je lui parlais.
faut expliquer aux enfants que si tu fais confiance au système des Blancs, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Ils n'auront pas pitié de toi. Si tu prends le même comportement qu'un autre enfant, tu n'auras pas les mêmes droits. Quand tu vas le faire, ils ne vont pas te comprendre comme ils comprennent leurs enfants à eux. Parce que tu deviens une menace. Tu deviens une menace et après, ça se tourne, c'est notre honneur aussi à nous les parents. C'est comme si moi je t'éduque pas à la maison, ça va se retourner contre nous. Oui. Donc ne fais pas confiance. Donc il faut bien comprendre quelque chose. On a nos enfants, les éduques à l'africaine à la maison, mais il faut les accompagner dans les choses qu'ils vivent et que nous ne vivons pas. Nous vivons un autre type de racisme caché, mais nous avons la peau robuste pour pouvoir surfer sur la vague. Eux, quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils savent pas quoi faire. Ils sont à la merci des enfants plus forts qu'eux, plus intelligents, qui connaissent mieux le système. Et puis après, c'est les professeurs. Et si les professeurs n'ont pas à cœur, si les professeurs ont un truc biaisé, et moi, ce que je remarque de plus en plus, c'est comme si, c'est pas pour rien qu'il y a plein de professeurs qui se suicident aussi maintenant dans le système français, hein, parce qu'on leur donne des directives. Et il y a des professeurs qui aiment les enfants, qui aiment leur métier, qui aiment leur vocation. Et les directives qu'on leur donne, ils savent que ça détruit les enfants. Donc, ils ont des attitudes, il y a des professeurs qui ont des attitudes biaisées. Et si vous ne faites pas comme un parent européen, de donner le bénéfice du doute à votre enfant d'abord, et de savoir que quand votre enfant va à l'école, quand votre enfant va à l'école, il a la même chose que vous. Il a des fois même pire. Parce que lui, il va avoir peur. Vous savez que vous avez un recours de la police et tout. Mais lui, il va avoir peur quand un gars de son quartier va lui dire « Non, je vais te tuer, je vais tuer ta mère, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Ils se font raqueter, ils se font prendre des trucs. Moi, avec des trucs où ma fille, je ne comprenais pas. 2 ou 3 fois, elle allait me redemander de l'argent pour un truc que normalement j'avais déjà payé. Donc j'ai compris, il y a des choses. Une fois, j'étais dans le bus avec elle, elle était avec une copine africaine de l'école. Et je la regardais, je regardais son comportement avec la fille. Et je voyais qu'elle n'était pas à l'aise avec. Je l'ai vue descendre du bus. Au lieu de se diriger vers l'école, elle s'est dirigée vers la pompe à essence. Or, je venais de lui donner de l'argent pour payer quelque chose à l'école. Et quand elle est revenue le soir, j'ai dit alors, t'as payé? Non. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as accompagné la fille? Et je la voyais aller avec une tête par terre. Et je me suis dit, ça doit être une des filles qui la met mal à l'aise. Oui. Il y avait toute une série de petites choses. Et je dis, vous perdez votre enfant. Et à un moment, votre enfant, si son recours, c'est la drogue, si son recours, c'est de devenir agressif comme ceux qui le rendent agressif, il va le faire. Parce que vous n'ouvrez pas les yeux sur votre enfant, vous ne voyez pas le désespoir dans lequel il est en train de rentrer. Et à un moment, vous allez penser que c'est votre enfant le bandit. C'est votre enfant qui avait envie d'être avec ses amis. Il n'avait pas le choix. Parce que vous l'avez tellement protégé à la maison, avec vos règlements, avec vos trucs à l'africaine, vous êtes strict. En fait, quelque part, nous, notre façon de vraiment être strict avec les enfants, ça les castre. Et à la fin, ils sont dominés par nous à la maison. Et quand ils vont dans la rue, ils vont se faire dominer. Elle a l'impression que c'était un suiveur. Non. Parce que tu es une femme seule à la maison, et si tu n'as pas un homme qui apprend à ton fils, c'est quoi être un homme? Tu vois? Toi, tu es une mère, tu engueules ton enfant, et en plus, quand tu es une mère avec un fils, tu es obligé de lui hausser l'autorité, tu vois? Parce que sinon, il ne va pas te respecter, et toi, tu le fais encore plus, parce que tu as peur qu'il aille à la rue, tu as peur qu'il en a. Mais dès qu'il va être libre, c'est pas forcément qu'il va profiter pour être libre, c'est que tu l'as habitué, pendant des années à obéir. Il sait pas comment se battre, il sait pas. Vous savez, c'est comme dans certains films où vous voyez que même les papas ils disent non, n'écoute pas ta mère. Les garçons, ils ont besoin de ça. Et pour les filles aussi, il y a un petit côté. Donc il a fallu la réaccompagner. Il a fallu, et tout doucement, j'ai vu ma fille de plus en plus être bien et sourire. Et on a eu à parler. Et elle m'a fait comprendre que, maman, toi aussi, quand tu te fâches, toi aussi, on me laisse, avec notre attitude très africaine, là. Mais ça marche peut-être en Afrique, ça marche parce que tout le monde est strict avec ses enfants en général, et puis tu peux choisir le quartier où tu vas, tu peux ceci. Mais ici, on est obligé d'être là où on est.
Et donc, et autre chose avec nos enfants, c'est que comme ils sont isolés dans un pays où c'est plus de blancs, ils croient que tous les noirs sont bons, tous les noirs sont gentils, tous les noirs sont familles. Mais chez les noirs aussi, il y a des méchants et des gentils, il y a des bandits, il y a des gens fréquentables et il n'y a pas des gens fréquentables. Ils croient que tous les étrangers sont bons et que tous les blancs sont méchants. Vous comprenez? Oui. Donc, ils vont avoir tendance à traîner avec eux, avec les gens de leur communauté, parce que c'est les gens de leur communauté. Mais ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un de ta communauté que forcément il a la même éducation que toi. Et c'est renforcé par le fait que les autres, peut-être les autres enfants de blancs, de chinois, leurs parents ont des a priori par rapport aux enfants noirs. Donc ça va aussi dépendre de ces enfants-là, si leurs parents trouvent que, tiens, cet enfant, il a une autre éducation. Mais comment les parents peuvent se rendre compte que mon enfant peut réellement fréquenter l'enfant de tel couple congolais? C'est par les parents. Si nous, les parents, on ne fait pas un effort pour essayer de connaître les autres parents, nos enfants ne vont pas cross, ils ne vont pas aller en dehors de la communauté. Donc, ils ont tendance à rester dans les communautés immigrantes, les communautés de nos nationalités. Mais ce n'est pas forcément que tout le monde qui est dans nos nationalités, dans nos communautés, tout le monde subit le même truc et tout le monde vit dans un truc un peu où, soit c'est dans le quartier, le ghetto, des trucs comme ça. En plus, parmi les Noirs, les exemples, c'est les Noirs américains, c'est les rappeurs, c'est ça. Donc, voilà, ils vont évoluer là-dedans. Et nous, les parents, comme on ne va pas... les parents noirs ne participent pas aux activités extrascolaires. Ils ne vont pas toujours aux réunions des parents. Donc, les autres parents et les professeurs ne peuvent pas se rendre compte que, oui, ici, je ne peux pas faire n'importe quoi avec cet enfant-là. Parce que les parents sont présents. Oui, les parents sont présents. Et des fois, vous avez des remarques comme ça, comme moi, quand on a essayé d'orienter qu'elle est passée au système francophone. Parce qu'avant, elle étudiait en néerlandais puis en anglais. J'ai dit, non, mais la petite ici, elle a difficile parce qu'elle passe à une troisième langue, quoi. Elle parle français à la maison, mais elle n'a jamais écrit en français, elle n'a jamais ceci, elle n'a jamais cela. Il faut pas oublier le stress qu'elle a vécu avant. Vous voyez? Donc, mais quand vous êtes là, et l'enfant aussi, vous renforcez l'enfant aussi, elle a dit non, vous voulez me mettre là-bas parce que vous avez besoin des gens qui se fassent la couture ou qui fassent ceci ou qui fassent cela. Mais aujourd'hui, elle est en économie, elle fait 100%. Ok? Elle fait 100%. Et c'est ça. À un moment, l'enfant va te dire non, j'aime plus l'école. Non, l'école ne m'apprend rien. Et il faut lui dire le langage. Si l'école ne t'apprend rien, ah ben montre-moi. Quand quelque chose ne t'apprend pas quelque chose, ça veut dire que tu fais 100%, tu fais 80%. Là, je veux savoir que, en fait, y a pas, tu devrais même pas aller dans cette école, tu dois aller dans une école de génie. Tout à fait. Et je connais un autre cas un autre cas d'une Congolaise en France. Son enfant, en fait, elle a voulu corriger son enfant, elle lui a donné une petite fessée peut-être, bon, il avait peut-être 7-8 ans, et comme ils connaissaient le système, parce qu'ils apprennent aux enfants ce genre de truc, ils connaissaient le système, ils savent que les parents africains donnent la raclée aux enfants. Et donc, ils commencent à parler aux enfants africains et tout ça, en disant que les parents, ils n'ont pas le droit, il faut nous dire. Et donc, le lendemain, il est parti, il a fait l'amour comme si sa mère l'avait tabassé, quoi. Alors qu'elle a dit, c'était juste, elle a tourné, elle a fait une fessée en disant, allez-y, une fessée. Mais il a fait l'amour et tout. Elle a été convoquée au tribunal, Et c'était pour un bête truc. Elle a décidé, elle avait un enfant de passage et tout. Elle a décidé de quitter la France. Elle a dit, bon, ils vont abîmer mon enfant. Elle a dû aller en procès. Elle a eu une assistante sociale et tout. En Angleterre, il y a plein de gens qui se plaignent maintenant. Et il y a un cas de Congolais en Angleterre. L'enfant a appelé la police. L'enfant a appelé la police sur ses parents. Un enfant de 8-9 ans, il a appelé la police. Waouh. Et ils sont venus chercher l'enfant. On l'a placé. Après, l'enfant pleurait. L'enfant fouillait l'endroit où on avait placé pour aller chez les parents filmaient, et les parents étaient là en train de dire, mais c'est toi, tu les as appelés, maintenant nous, on ne peut plus rien faire. Et la police venait pour le chercher, et dit, non, je ne veux pas aller. Et d'autres Jamaïcaines, Anglaises, qui disaient qu'il y a des assistantes sociales
qui s'amusent à gâter les enfants, à donner de l'argent aux enfants, à donner des numéros de téléphone. On les met dans des trafics, on les met avec... il y a de la pédophilie, enfin, il y a des trucs, des fois, que ça va à l'extrême. Donc, il faut faire très attention. Il faut expliquer aux enfants que tu sais que dès que tu fais une bêtise, et que le système a la main sur toi, c'est fini, hein. Oui. Ça va être une bataille. Moi, j'ai une autre copine aussi qui a eu le problème comme ça. L'enfant, soi-disant pour le protéger parce qu'il avait des mauvaises fréquentations, on l'a placé dans une sorte de prison pour enfants. Mais les autres qui étaient des bandits et des gangsters, eux, ils étaient toujours en liberté. Soi-disant que comme ils fréquentaient ceux-là et tout ça, mais c'est lui qu'on a placé. Elle a dû dire qu'elle quittait le pays avec ses 2 enfants, ses 2 fils, mais son fils a fait 2-3 ans. Et quand elle était au tribunal, ben, on lui parlait comme je sais pas quoi. Et à un moment, elle a dit, écoutez, moi je suis fille de diplomate, hein, pourquoi vous me parlez comme ça, hein? Comme on dit, quand on te parle en petit nez, comme ça là. Oui, madame, est-ce que vous, nanana, elle dit, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Et c'était vraiment du style, il croyait que cet enfant-là, la maman, c'était une nettoyeuse ou c'était nana, parce que souvent, ils sont face à des mamans qui, effectivement, ou des papas qui, effectivement, qui ne savent pas. Et ils s'amusent à faire ça avec ces enfants-là. Ok. Donc, il faut faire très attention. Et moi, je te dis, Arlette, et je le répète toujours, c'est le temps de partir. C'est le temps de rentrer dans nos pays. Parce que nos enfants, si on fait le sacrifice d'être en Europe, c'est pour qu'ils aient le meilleur de l'Europe, mais pas pour qu'ils rentrent dans le pire de l'Europe. Si le système européen ne veut pas les parfaire, ok? D'accord. Il faut prendre la décision. Quand tu es immigrant, tu as quitté pour un meilleur pour toi et tes enfants, mais pas pour qu'ils deviennent pires et qu'après, dans ta vieillesse, tu pleures parce que tu dois aller voir ton enfant en prison. Hein? Tu pleures parce que, comme elle dit, il y a eu une cassure. Tu pleures parce qu'il y a une cassure, parce que toi, tu as fait confiance à un système et tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter et il faut pas démissionner de son rôle parental. Moi, ça m'a permis de vraiment, je me suis dit, et je coach plein de gens et même des enfants, et mon propre enfant, ça va pas aller. Donc, ça m'a fait un défi, un challenge, et j'ai appris le coaching pour des enfants en bas âge, parce que je n'aurais jamais imaginé. Et aujourd'hui, elle a compris. Et on voit d'autres cas. Elle avait une autre copine dont je disais, lâche pas, sois copine avec elle. Même si elle agit comme ça, cette fille doit avoir un problème. Et par la suite, cette fille a confié aussi ses problèmes. Aussi, une moitié congolaise, moitié européenne, elle, dans ce cas. D'accord. Donc, nous devons développer une psychologie parentale beaucoup plus européenne avec nos enfants, mixer les deux et savoir que ces enfants sont désemparés, ils ne savent pas comment faire. Et il y a des fois où nous sommes, ah, dis-toi encore, et quoi encore, et alors, hein, les gens sont durs. Non, écoutez vos enfants, parce qu'ils sont nés ici, ils ont la sensibilité beaucoup plus européenne, ils n'ont pas l'écorce dure, le rôle abisso. Oui. Donc, il faut les écouter, Nadenga Kimundele. Il faut les écouter, Nadenga Kimundele. Ou sinon, vous allez avoir un ennemi à la maison et vous n'allez pas vous rendre compte. Ouais. Merci à toi, Linda. Merci pour ton intervention, vraiment. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, à plus tard. Donc, Roland, oui. Je reviens à toi. Ok, ouais. Bon, là, je viens de... Ouais, j'ai suivi Pascaline, j'ai suivi Linda. Linda, elle a bien parlé. Elle a pratiquement résumé l'essence, en tout cas l'attitude qu'un parent doit avoir. Mais je pense que au-delà de tout ce elle a évoqué, hein, Pascaline aussi a mis un point sur la situation, comment échapper et tout. Mais moi, je pense que la première responsabilité incombe d'abord aux parents, hein, parce qu'il faut qu'on mette en tête que dans une famille monoparentale, une maman qui élève seule les enfants, quand elle a des garçons et que ces garçons arrivent à l'âge d'adolescence, c'est vraiment l'âge où toutes les difficultés arrivent. Il y a premièrement la carence affective liée à l'absence du papa, et on voit le garçon a souvent le comportement et cherche souvent à jouer le rôle du père à la famille, de l'homme, du mari des fois.
Donc, elle va commencer petit à petit à remettre en cause l'autorité de la maman. Elle va commencer à tester les limites. Des fois, ça commence à 9, 10 ans. Et là, il y a plusieurs techniques pour échapper à ça. Donc voilà. Là, souvent, les parents qui sont ou les familles monoparentales où la maman est seule avec des garçons, ben, il faut qu'elle fasse d'abord un choix de l'environnement social. Parce que lorsqu'on est seul avec 3 ou 4 garçons et qu'on a des garçons ou un seul garçon commence à franchir l'adolescence, et c'est là où les problèmes arrivent. Cet enfant va chercher à jouer le rôle du père, donc du mari de la maman, sans pour autant l'être, c'est-à-dire elle va commencer à remettre en cause l'autorité de la maman, elle va commencer à tester les limites, elle va commencer à vouloir aller au-delà de ce qui peut être le rôle d'un enfant. Et là, ce sont des signaux qui vont peut-être mettre en difficulté la bonne éducation de l'enfant. Et il y a la pression sociale de la rue. Voilà. Généralement, quand vous regardez, vous remarquerez qu'il y a les taux de placement dans des quartiers populaires, dans des quartiers où socialement, où les personnes qui vivent sont dans une situation sociale un peu plus précaire que dans des quartiers chics. Il y en a aussi. Donc, souvent, ce sont des éléments révélateurs. Et lorsque on est en difficulté, lorsqu'on constate qu'on commence à perdre la main, du moins en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, parce que l'enfant commence à avoir des habitudes, commence à tester les limites des parents, là, il faut faire un choix. Soit on décide de s'éloigner de son environnement social, qui est un environnement porteur de difficultés, ou deuxièmement, commencer à avoir une autre manière d'échange avec les enfants. Un enfant qui a 12, 13 ans se cherche. C'est dans une période où on a besoin de découvrir des choses, on est dans une transformation physique. Et généralement, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des angoisses, ça peut causer des fois des envies de tester les limites, de savoir jusqu'où on peut y aller. Et la maman doit avoir cette capacité de comprendre et d'anticiper. Dans le travail social, lorsque un enfant, par exemple, est dans un foyer de jeunes, ou dans une MEX, comme on dit, maison d'éducation à caractère, maison éducative à caractère social, c'est la phase finale. Moi, j'ai pas vu un enfant qui a été placé et retourner à la maison et devenir sain. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Par contre, il y a... Parce qu'ils sont mélangés, c'est ça, hein, Roland? Parce qu'ils sont mélangés, c'est ça? Ben, tout à fait. En fait, dans une MEX, une maison à caractère social comme ça, on prend que des enfants qui ont des problèmes. On va te mettre dans un centre, dans un foyer avec 10 jeunes que personne ne veut garder à la maison. 10 jeunes que l'État ne veut pas suivre. Qui est cet éducateur-là qui va assurer l'accompagnement de 10 jeunes qui ont une certaine violence que personne ne va accompagner? Mais l'éducateur, il va arriver, il va pas chercher à se prendre la tête, il va pas chercher à se faire tabasser, il va faire ses heures, il va rentrer chez lui. Et il y a un turnover élevé, il y a des absences, et des fois, tellement il y a des violences, tellement il y a des situations, des crises, des tensions dans la structure, les troubles du comportement, c'est lui qui a son boulot, il a aussi sa famille, il va pas se prendre la tête, il se met en arrêt. On va prendre des intérimaires, on va prendre des vacataires qui, eux, ont déjà un boulot quelque part, ils viennent faire des heures. Et ces enfants sont souvent laissés à eux-mêmes. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est permettre de se dire, oui, je vais solliciter l'aide des services sociaux pour que mon enfant soit placé. Il faut réfléchir 2 fois. Il faut vraiment poser des questions. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir l'Internet, d'avoir les réseaux sociaux pour chercher un peu des connaissances. Et pourtant, la loi prévoit des dispositifs qui peuvent aider les parents en difficulté d'échapper le placement des enfants en difficulté. Donc, sur ce point, il faut que les gens comprennent une chose que dans le cadre de la protection de l'enfance, quand on dit la protection de l'enfance en danger, il y a déjà le terme danger. On considère lorsqu'il y a une information préoccupante, lorsqu'il y a un signalement, lorsqu'un parent décide d'aller voir les services sociaux pour dire que oui, je suis en difficulté, venez m'aider, on part sur le principe que l'enfant est en danger. Et là, dès que l'enfant est enregistré sur le fichier, il y a des chiffres, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et là, ça devient compliqué.
Mais par contre, il y a deux mesures en fait, deux volets qui animent la protection de l'enfance. Il y a la protection administrative, et la protection judiciaire. Il y a la protection judiciaire des mineurs. Mais la première étape en fait dans la mesure administrative, c'est les parents qui décident de solliciter de l'aide d'un service social. Et sur ce point-là, il y a trois possibilités. Il y a aussi ces côtés prévention. Donc la maman ou le papa ou la famille qui va solliciter l'intervention des services sociaux pour qu'on l'aide parce qu'elle est en difficulté, il faut plutôt qu'elle sollicite l'aide éducative à domicile, ce qu'on dit l'AED. Et si vous décidez, si vous allez voir le service social pour dire que je vais qu'on place mon enfant, là c'est mort. Donc, on partira sur le principe d'un maman qui décide à ce qu'on envoie son enfant dans un service social, c'est que c'est trop tard, c'est que soit la maman, elle est irresponsable, soit la maman et son enfant, c'est compliqué. Et là, c'est tous les services tournent autour. Et là, en ce moment, on décide de voilà, on va répondre aux besoins. Et aussi, l'État finance les foyers et ils ont besoin de remplir ces foyers-là. Ça coûte cher à l'État. Et donc, dès lors, un parent qui demande à ce qu'on place son enfant, on va considérer que cet enfant, si on le laisse dans la société, si on le laisse dans l'environnement social, elle va causer du tort aux autres. Donc, il faut qu'on le place effectivement. Donc, ils vont trouver tout un mécanisme qui va consister à chercher à renforcer des mesures qui vont faire en sorte que même s'il n'y avait pas grand-chose, qu'on puisse montrer que l'enfant est devenu dangereux et cet enfant mérite bien d'être placé dans un centre. Et placer un enfant dans un centre, je n'ai pas vu, moi ça fait un moment que je suis dans ce domaine-là, je n'ai pas vu un enfant placé dans un centre des enfants, mais ce qu'on dit maison d'enfants à caractère social, je n'ai jamais vu ça, placer un enfant comme ça et cet enfant puisse réussir dans sa vie. Et de vous-même, si vous allez dans ces mecs-là, vous allez voir le métier qu'on propose à ces enfants-là, c'est exactement ce qu'a dit Linda. On va vous proposer de faire l'espace vert, on va vous proposer de faire des métiers de menuiserie, être maçon, être plombier, faire des métiers que personne ne veut faire des métiers ou en tension parce qu'il n'y a personne qui veut le faire. Et vous allez vous rendre compte, ces enfants-là, et au final, vu que ce n'est pas des métiers qu'ils ont fait dans leur choix, mais on les oblige à faire ces métiers-là parce qu'il faut qu'on comble le vide, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils vont faire un CAP coiffure, ils vont faire un CAP couture parce qu'on les a imposés, mais au final, ça ne sera pas leur métier. Et ces enfants, à 18 ans, on les fout dehors. Un enfant qui est placé, qui est mis dans une MEX pour une année ou 2 ans, il perd sa scolarité normale. Il va se retrouver dans une salle avec des enfants qu'on appelle, nous, entre guillemets, les incasables. C'est des enfants que personne ne peut gérer. En classe, ils sont 10, ils sont 5, mais c'est des enfants où ils écoutent personne. C'est des enfants qui ont un niveau scolaire plus bas. C'est des enfants qui, socialement, sont désocialisés. Ils ont perdu le repère, ils n'ont plus le réflexe, ils n'ont plus les codes sociaux, ils n'ont pas de codes sociaux. Donc, c'est comme si tu jetais ton enfant dans un cimetière et tu penses à ce que ton enfant puisse évoluer dans un environnement sain. En tout cas, aller placer son enfant dans un foyer, dans un établissement spécialisé, ce n'est pas un lieu adapté pour un enfant. Par contre, si on a des difficultés, il y a des parrainages des proximités. Il y a des associations, des bénévoles et tout. Il y a des petites associations des quartiers, des fois, qui sont même mieux que des assistants sociaux. Parce qu'un assistant social ou une assistante sociale a un budget qui est limité par des moyens. Et dès lors, vous allez solliciter un service social, vous allez solliciter de l'aide, vous êtes fiché. Votre enfant est suivi à l'école. Moi, j'ai eu des situations où une maman qui allait à chaque fois demander de l'aide auprès des services sociaux et ils ont enregistré l'enfant, ils ont vérifié et ils vérifiaient l'enfant le matin avec l'assistance sociale scolaire, voir comment l'enfant s'habillait. La maman, une fois, elle est partie au marché, elle achète des Nike, des Nguanzo, comme on dit chez nous et tout ça. Elle met des Nike, elle achète au marché et tout ça, et elle se permet de mettre son enfant pour que son enfant soit propre. Une fois, elle avait rendez-vous avec l'assistance sociale. L'assistance sociale ramène des photos avec son enfant habillé en Nike, habillé en t-shirt Adidas, mais pourtant, ça a été acheté au marché. Wow.
Oui, voilà. Donc, une fois, on est arrivé comme ça dans une réunion, on a nos réunions des mesures éducatives avec quand on fait nos réunions, il y a des inspecteurs de l'aide sociale à l'enfant, il y a des médecins psychiatres, il y a des psychologues. On arrive comme ça, on décide de placer la maman, on dit, ben oui, écoutez, madame, vous nous demandez de l'argent chaque fois, on voit votre enfant tous les jours arrivant à l'école avec des Nike. Et moi, je suis obligé, je dis, mais écoutez, madame, les Nike qu'on voit que les enfants portent et tout, ben c'est des chaussures qu'on achète dans des marchés et tout ça, c'est pas de la marque. Et C'est pas de la marque. si je peux me permettre, Roland, même Ouais, si toi, ouais. tu interviens pour dire que c'est pas possible de laisser un peu cet enfant-là, tu n'as pas un mot à dire. Quand ils ont décidé, ils prennent leur décision. Ouais, oui, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans une structure, par exemple, moi je travaillais dans un service de protection de l'enfance. On avait 9 éducateurs. Sur les 9 éducateurs, 9 étaient des types européens. Tu te rends compte, tu as 9 éducateurs de type européen, ils étaient dans un quartier populaire où la majorité de la population était africain, maghrébin. Ah ouais, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc il y avait des dénis de culture. Donc tu arrives, tu as ta culture européenne qu'on t'a appris la façon de voir les choses, mais on te met dans un territoire où les gens eux aussi ont une autre culture. Et donc c'était une incompréhension totale. Personne ne comprenait personne. Ah oui. Il y avait un papa, une fois, il se permettait de taper, pour éviter de taper son enfant, il décidait de mettre le piment dans le fesse de l'enfant. Voilà. Ouais, donc là, c'est une réalité. La situation, je l'ai vécue et je l'ai défendue d'une autre manière. On était dans une réunion. Il y a une assistance sociale avec un rapport, avec la psychologue était à côté, tout ça, elle présente la situation. Mais on accusait ce père-là d'attouchement. Pourquoi? Parce qu'elle touchait son enfant, elle mettait les piments. Or, le père, il évitait de taper l'enfant parce que bon, c'est interdit de taper. Il décidait de mettre les piments, ça va faire mal et l'enfant va arrêter de faire des bêtises. Bon, une fois, l'enfant, on avait mis le piment la veille et ces piments étaient tellement forts. Le matin, l'enfant, elle n'arrivait pas à s'asseoir. Elle arrive à l'école, elle bougeait à chaque fois, elle pleurait, elle avait les yeux rouges. Elle demande la maîtresse, elle demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, c'est mon père qui m'avait tapé, mon père qui m'avait touché dans les fesses. L'enfant, elle n'a pas dit que mon père m'a mis les piments, papa m'avait touché dans les fesses. Mais la maîtresse, elle considère qu'elle est touchée dans les fesses. C'est de l'attouchement. Elle décide de contacter l'assistance sociale. On fait un rapport, voilà. Et maintenant, il fallait que ça passe en commission. Et lors de la présentation, l'assistance sociale, elle parle, oui, bon, j'étais déjà dans la réunion, j'étais le seul black. Voilà, elle présente, oui, l'enfant a déclaré que son père l'avait doigté et on avait considéré que bon, les Africains, et l'enfant dit que ça allait piquer. Bon, on part sur le principe que manger épicé, donc forcément le fait que le père il mange le piment, il mange épicé, et donc le piment s'est transformé dans ses mains, et donc quand il touche l'enfant, forcément le piment, tout ça, ça reste sur le fesse de l'enfant et consort. Donc moi je prends la parole pour expliquer, moi je dis non, moi je grandis dans la culture africaine, même si je évolue ici en France, chez nous, voilà, pour nous taper, on nous mélançait avec le piment. C'était une manière de nous punir pour, voilà, quand on faisait une bêtise, taper, bon, c'était pas non plus adapté parce que on s'habitue avec des chicottes et consorts, on nous met le piment dans le fesse ou je sais pas où, dans la bouche, machin et tout. Là, réellement, ça avait une pression psychologique et ça nous calmait un peu l'esprit et tout ça. Mais dire que l'acte que le papa a posé, c'est un acte qu'on peut pas accepter et il faut qu'on condamne par rapport à l'acte. Moi, je ne vois rien d'attouchement dans la démarche. D'autant plus que le piment, moi, je le mange tous les jours. Et je pense pas que le fait que je mange le piment tous les jours et que mes mains, voilà, soient dans cette position où si je touche quelqu'un ou je salue quelqu'un ou si mon doigt je le mets dans la bouche de quelqu'un, je sais pas où, et ça va automatiquement piquer la personne parce que je mange épicé. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que le comportement, c'était plutôt le père qui voulait avait les piments et voulait punir son enfant et en mettant un peu de piment dans le fesse de l'enfant. C'est un geste à condamner, c'est un comportement voilà qu'on doit sanctionner, mais qualifier d'un acte comme ça d'attouchement sexuel, machin et tout ça, ça n'avait pas de sens. Et ils ont bien compris. Ils ont bien compris.
Donc Oui. voilà, il y a eu des situations. Ouais. Donc voilà, il y a des situations comme ça. Il y a une deuxième. J'avais une deuxième situation. Il y a une dame aussi qui louait une chambre. Juste 2 minutes, je voulais te poser une Ouais. question. Par Hmm. rapport à ce que Linda, elle a dit tout à l'heure, elle a dit il faut Ouais. élever nos enfants avec la culture africaine, mais réadaptée en Europe, en fait. Hmm. Qu'est-ce que tu, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, je pense qu'il n'y a pas de culture africaine. Chaque parent éduque son enfant par rapport à ce on lui a appris à la maison. Voilà. D'accord. Vous regarderez, il y a une grande différence entre la manière dont nos parents nous ont éduqués et nous qui avons évolué ici ou qui avons été à l'école. Une personne qui a été à l'école, elle a une autre culture. Mais aussi, une personne qui n'a pas été à l'école ou une personne qui a grandi dans un environnement, en tout cas dans une situation de précarité, peut aussi avoir des manquements en termes d'éducation, des manquements en termes de réflexes culturels. Voilà. Si je Il y a pas une meilleure éducation, oui. Oui, si je peux me permettre, je voulais juste avoir ton avis parce que dans la culture, on va dire entre africaine, la communauté africaine, on dit on peut te punir un enfant, mais en tant que professionnel que nous sommes, on dit on sanctionne un enfant. Oui, Et après, oui, oui, vas-y. Ouais, pardon. Ouais. non, vas-y. Mhm. Non, c'est que le vocabulaire entre punir et sanctionner, ça revient au même. Après, c'est la manière dont tu le fais. Voilà. D'accord. Après, voilà. Mais maintenant, une famille, une maman ou un papa qui n'a pas été à l'école n'aura pas le réflexe que toi, tu as. Toi, juste, tu peux demander à un enfant, ben écoute, moi, tu vois, je vais te sanctionner, tu vas me conjuguer 10 000 fois le verbe être au temps présent. Vas-y, répète ça 10 000 fois. Et un autre qui va décider en ce moment de punir son enfant dans la chambre, tu ne sortiras pas, tu vas rester dans la chambre. Voilà, tu vas pas regarder la télé. Donc après, moi je dis, il y a pas un modèle idéal pour l'éducation de l'enfant. Mais la meilleure des choses à faire, c'est que nous, ce qu'on doit faire, on doit plutôt être en communication sincère avec nos enfants. Il faut faire des activités avec des D'accord. enfants, sortir avec des enfants, c'est la meilleure de façon. Et ça ne nécessite pas forcément d'adapter une éducation européenne parce que, ben voilà, sortir avec un enfant, discuter, jouer, manger à table avec les enfants, manger ensemble avec les enfants, ce sont des éléments qui peuvent faire en sorte qu'une maman ou un père peut commencer à déceler et voir les difficultés en termes de comportement inhabituel d'un enfant. Parce que quand vous mangez, vous avez l'habitude de manger ensemble. Rien qu'au moment du dîner et tout ça, ça vous permettra d'échanger, ça permettra en sorte que l'enfant soit à la maison à 19h. Donc voilà, manger ensemble, ça permettra, c'est qu'on soit tous à la maison et qu'on mange ensemble. Voilà, demander à regarder les devoirs, sortir du cinéma, aller faire un tour, aller faire des courses avec les enfants, c'est l'essentiel. La difficulté, généralement, c'est quoi? C'est quand on voit quand les familles ou la maman ou le maman ne savent pas lire. Donc, ils ne sont pas en mesure de faire les devoirs avec les enfants. Une maman qui n'écoute pas, qui ne maîtrise pas la langue française, ou l'anglais ou le néerlandais, je ne sais pas. Faire une sortie, c'est compliqué. Une maman qui n'a pas été à l'école, n'a pas des réflexes comme ça de se dire, ben voilà, l'environnement social, ben voilà, auquel je vis est compliqué. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse épargner mes enfants de ce qui peut être difficile. Donc voilà. Après, maintenant, en gros, il faut qu'à un moment qu'on arrive à comprendre. Il nous appartient aujourd'hui à nous, la diaspora, les jeunes qui ont acquis, qui ont compris les systèmes. Nos parents, lorsqu'ils sont venus en Europe, ils étaient venus pour des besoins économiques, ils étaient venus pour travailler et chercher de l'argent. Ils n'avaient pas le même réflexe que nous. Nous, on a été à l'école, on a eu la chance d'avoir ce qu'on a, mais maintenant, il nous appartient à nous d'être en tout cas des personnes, ressources qui vont aider nos communautés, qui vont aider nos quartiers, qui vont être là au service des autres, essayer d'accompagner nos jeunes qui, aujourd'hui, sont en difficulté. Parce qu'il y a certains grands frères du quartier qui ont une grande influence sur les enfants par rapport aux parents même. Donc, les grands frères-là, ben, c'est vrai, dommage, généralement, la plupart de ces grands frères-là, eux aussi, ils n'ont pas eu de personnes qui ont pu les accompagner à aller loin dans les études. Donc, ils se sont mis dans des business et généralement, et aussi quand ils manifestent leur influence sur les jeunes, ça reste vraiment dans les démarches aussi affairistes. Donc, il n'y a pas cette culture-là de pousser nos enfants à aller à l'école. Et après, maintenant, un enseignant qui est dans un quartier populaire et il s'adapte à son environnement. Il part sur le préjugé. Donc, quand il a en face de lui
le black et qu'on sort où on sait que ben, c'est dans un quartier où après le boulot, il va être dans un coin, il va dealer, il va faire le guetteur, il va jouer machin, tout ça. Le réflexe d'avoir la pression sur cet enfant-là est double. Et après, il y a aussi des consignes. Il y a des consignes des services sociaux, mais parce que on suspecte telle famille ou tel enfant est dans le business, parce que son grand frère est dans le business, ben, l'école se sert aussi de lier des renseignements, d'informations pour savoir un peu, pour détecter, pour cibler. Il y a une connivence qui s'est faite entre les services sociaux et les services de l'État en termes de police, machin et tout ça, parce qu'ils sont avant tout au service de l'intérêt général. L'intérêt général fait que ben, c'est le financeur, le patron, c'est l'État. On est tous au service de l'État, que ce soit ceux qui sont dans les services des polices, quand ils sont en difficulté, quand on voit nos jeunes de 13, 14 ans qui vont dealer, qui vont être les guetteurs et tout ça, ils transmettent des informations au niveau de l'école et ils sont suivis. Donc vraiment, vraiment, il faut que les parents décident sur les choix de quartier. Quand on n'a pas de choix, quand on sait qu'on est seul, on a des garçons et on est dans une situation monoparentale, il faut vraiment faire les choix de son environnement social. Il ne faut pas hésiter de se dire, mais je ne peux pas rester dans tel quartier parce que je trouve que c'est compliqué. Mais il faut enlever l'idée ou de se dire, oui, je demande l'aide aux services sociaux, je demande de l'aide pour qu'on place mon enfant. Non. En tout cas, là, il faut que les gens oublient. Si il faut demander de l'aide, il faut demander l'aide éducative à domicile. L'AED, c'est la mesure administrative où le parent est au centre de l'action, il est partenaire au même titre que les travailleurs sociaux et elle joue un rôle dans l'exercice de l'accompagnement de l'enfant. Après, oui, quand il y a des difficultés financières, du fait qu'il y a la mesure de l'aide éducative à domicile qui relève de la mesure administrative qui n'a rien à voir avec le judiciaire et qui est gérée par les conseils départementaux, vous pouvez bénéficier notamment des sorties culturelles. Dès lors, vous constatez que financièrement, c'est un peu compliqué. Ce qui vous manque, c'est plutôt d'avoir de lieux de divertissement, aller au cinéma ou aller dans des loisirs, des sorties, machin. Vous pouvez faire des projets, des PPE, projets pour l'enfant qui va permettre à ce que l'enfant puisse bénéficier des sorties à l'étranger, l'enfant puisse bénéficier des sorties, des tickets gratuits pour aller au cinéma. C'est important. La vie, ce n'est pas seulement donner à manger, nourrir les enfants, aller acheter les habits pour les enfants. Voilà, ouais. Nos enfants. J'ai des personnes qui écrivent, en fait, il y a Monsieur Chiba qui écrit, il a dit, il y a aussi et surtout la question de transmission est très important. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu entends par là, est-ce que ça te parle? La question de transmission. Tu entends justement, il disait que la question de transmission, c'est très important. Mais quelle transmission? J'ai pas compris. Dans quel sens la transmission? Moi non plus. Donc, il va compléter. Il dit encore un parent qui se prend pour un lion face à ses enfants, sans communication ou sans affection, ne fait qu'augmenter un futur compliqué pour ses enfants. Ben, tout à fait, ça a des conséquences sur l'éducation de l'enfant. Elle crée une pression psychologique, il n'y a pas un temps d'échange et les enfants s'enferment, se mettent dans des bulles entre eux et s'exposent à l'extérieur. Parce qu'un enfant qui est à la maison où il ne peut pas discuter avec son père, ne peut pas discuter avec sa mère, qu'est-ce que ces enfants deviennent? Ces enfants vont se permettre de sortir, aller dans la rue, aller chercher, prendre de l'air à l'extérieur et l'influence extérieure. Dès lors, l'enfant commence à se dire, ben voilà, je vais aller me défouler à l'extérieur. Il va se retrouver avec des amis qui, parmi eux, il y aura forcément un qui fait dans un environnement très complexe, très compliqué, qui va être lié à des trafics et tout ça, ça va tomber facilement. Sachant que ce que Linda a dit, l'environnement, l'éducation parascolaire diffuse qui est extrascolaire a une grande influence. Nos enfants passent plus leur temps à l'école. Donc, du matin, de 8h du matin jusqu'à 16h, ils sont à l'école. Ils tissent des liens avec les amis. Quand ils rentrent à la maison, ils passent peut-être 30 minutes avec maman, 20 minutes avec papa. Ils n'ont pas forcément le temps de discuter et de construire, de bénéficier d'une construction sociale à la maison. Donc, c'est à l'extérieur qu'ils passent le temps. Tu passes toute une journée avec un ami du matin au soir, du lundi au vendredi. Quand tu le vois pas les soirs et quand ça ne va pas à la maison, tu as envie d'aller voir la personne avec qui, quand tu es ensemble,
ça te permet d'être à l'aise, d'avoir un peu de l'ambiance. Donc, c'est à nous, les parents, comme moi je dis, de trouver plutôt un terrain de communication. C'est important. Il faut échanger, mais l'échange, ça s'est construit dès le bas âge. Il faut habituer l'enfant à discuter avec le parent à l'âge de 2 ans, 3 ans. C'est pas à 15 ans, c'est trop tard. C'est pas à 10 ans, c'est trop tard. Donc, c'est vraiment à l'âge de 2 ans, 3 ans qu'on commence à nourrir, on commence à construire l'enfant. C'est pas à 15 ans où l'enfant a déjà commencé. Oui. Parce que souvent, si je peux te couper, excusez-moi, excuse-moi, en fait, les parents, je vais dire de la communauté noire ou les parents africains, en fin de compte, quand l'enfant a 2 ans ou 3 ans, on dit Ayok akate, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est l'âge où il faut s'aimer, en fait. C'est à cet âge-là. Tout à fait. Tout à fait. Quand tu vas, moi je discute avec certains collègues parce que bon, après, quand on est entre collègues, on a une certaine ouverture d'esprit. Hein, et on peut te dire, mais moi, à 6 ans, je peux regarder cet enfant, rien que par la façon de s'habiller, je peux déterminer son avenir de demain. Parce que la base de l'éducation de l'enfant, c'est, parce que l'enfant, quand il est né, l'enfant, lorsque l'enfant est né ni bon, ni mauvais. Et c'est la société qui le rend ce qu'il est. Et donc, si l'enfant tombe dans un environnement social où on regarde pas la télé dans la chambre, on n'a qu'une télé qui est ouverte le matin ou jusqu'à 21h ou 22h, et cet enfant-là n'aura pas. Oui. Tu vois, donc c'est un peu ça aussi la réalité. Moi, par exemple, je donne un exemple. Chez moi, j'ai pas de télé dans la chambre. La télé, elle est au salon. J'ai une télé au salon. Donc, on regarde la télé tous au salon. Quand on monte pour dormir, on monte pour dormir. Si tu veux, t'as pas sommeil, tu prends un livre, tu vas te débrouiller à lire. Et tu imposes l'enfant dès 2 ans à avoir un petit bouquin, un petit tour de même les dessins animés, machin et tout. Ça permet à l'enfant de construire un environnement autre que d'exposer l'enfant à des engueulades des parents, de laisser l'enfant à jouer seul et tout. Parce que bon, après, c'est vrai, lorsqu'on est dans un environnement social qui ne correspond pas, où on n'a pas assez de pièces pour créer un environnement sain pour l'enfant, ça peut avoir aussi des conséquences. Être dans dans une 2 pièces ou 3 pièces à 5 ou à 6, ou que le papa va travailler le matin et il rentre que le soir, il n'a pas le temps de discuter avec les enfants. La maman est là, mais bon, le temps de faire des courses, aller chercher les enfants parce qu'ils mangent pas à la cantine, machin. Elle est plutôt dans le rôle de boniche que plutôt vraiment du rôle de la maman qui va être avec les enfants en train de jouer et tout. Ça impacte sur l'éducation des enfants. Ça impacte vraiment sur l'éducation des enfants. Donc, la responsabilité, comme on le dit, la responsabilité d'une bonne éducation commence dès le bas âge. Et souvent, quand l'enfant commence à franchir 7, 8, 9 ans, et si c'est vraiment un garçon, c'est à cet âge-là qu'on commence vraiment à construire une vraie relation, commence à chercher plutôt à établir de la confiance pour qu'on puisse au moins savoir les centres d'intérêt de l'enfant. Quand on ne sait pas les centres d'intérêt de ses enfants, on ne peut pas réussir l'éducation des enfants. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, pour nos compatriotes, c'est vrai, pour nos parents, c'est vraiment trop tard pour certaines générations, pour peut-être ceux qui viennent de l'Afrique et qui ont peut-être 35, 40, mais néanmoins, en tout cas, du moins, ceux qui ont pu rentrer, en tout cas en Europe, à l'âge de moins de 25, 26, ils ont encore la chance vraiment de s'élever culturellement et puis de faire un enfant et de le lever vraiment comme cela se doit. Donc, les services sociaux, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales ou des assistants sociaux n'ont pas une baguette magique où quand tu vas confier ton enfant à eux et qu'ils vont apporter une solution miracle, il n'y en a pas. La solution miracle, c'est les parents parce que l'enfant a besoin de l'affection. L'enfant a besoin du lien social avec ses parents. L'enfant a besoin de construire une relation privilégiée avec ses parents. Et la relation privilégiée, elle s'est construite que lorsque l'enfant est tout petit. Ce n'est pas à 8 ans, ce n'est pas à 10 ans. À 12 ans, c'est trop tard. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle les enfants rois. À la maison, quand l'enfant pleure, veut quelque chose du Nintendo, on l'achète des jeux à la page ou les jeux qui sont en actualité, des jeux de société, je vais pas dire des jeux de société,
du PC, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Nintendo, machin, bidule. Nintendo, DSL, tout ça. Oui, 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 mais les enfants ont besoin de ça pour grandir aussi. Oui. Maintenant, il faut que ça soit sous forme de gratification. Il faut que ce soit sous forme de gratification. Tu as très bien travaillé à l'école, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est l'enfant, pour qu'il grandisse, a besoin de tout ça. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette chance-là d'avoir tout ça. Et ça fait en sorte que ces enfants aussi, ben, ils se sont retrouvés dans la rue parce qu'il n'y avait pas de délire à la maison. Donc, c'est vraiment complémentaire. Hein? Un enfant qui demande un jeu, ben, tu le conditionnes. Tu travailles bien à l'école, tu vas être gratifié, tu auras ce que tu veux. On n'a pas non plus interdit nos enfants de jouer. Il y a un temps pour jouer le week-end. Le mercredi, l'après-midi, si tu as fait les devoirs, vous vérifiez que les devoirs sont bien faits et que ben, l'enfant a bien travaillé et tout, il mérite. Tu conditionnes l'enfant qui a fait 100%, comme Linda dit, elle a son enfant qui fait 100%, ben, cet enfant, s'il décide à ce qu'il puisse avoir un téléphone et tout ça. Moi, j'ai acheté des iPhones, des 600, 800 € à ma fille, des 14, tout ça, parce qu'elle a des notes à l'école qui sont considérables. L'autre, elle fait 10, 19, 20, 20, 20. Elle est excellente. Elle a envie, voilà, qu'on nous fasse ceci, cela. Moi, je n'hésiterai pas. Donc, moi, je gratifie. Et gratifier, ça crée de la confiance et ça crée aussi une relation avec les enfants. On ne doit pas être le bête et méchant, le papa bête et méchant qui crie, qui refuse d'être au salon avec les enfants. Non. Des fois aussi, un père peut discuter la télécommande avec les enfants. C'est aussi intéressant. Ça crée des liens. Des petites disputes comme ça construit une relation sociale en famille. Et moi, je connais des familles où le papa, lorsqu'il est au salon, les enfants sont dans la chambre. Et même la maman ne peut même pas s'asseoir avec son enfant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez à produire comme éducation aux enfants? Non. Voilà. Donc, voilà. Déjà, lorsqu'on n'arrive pas à manger à table avec les enfants, donc ça crée de la distance et ces enfants-là ne se permettront pas de s'asseoir à côté avec le papa pour regarder la télé, pour regarder un film ensemble. Donc, ce sont des petits détails qui ne demandent pas de l'argent, qui ne demandent pas de l'intelligence. Mais tout ça, ça s'acquiert, ça s'apprend. Nous, on est dans le quotidien éducatif, on a appris, on connaît un peu les techniques parce que c'est ce qu'on fait au quotidien pour tisser le lien. Moi, comme on me donne un enfant que je ne connais pas, je crée des liens. Je crée des situations qui vont permettre à ce que nous puissions être en échange. Et tout ça, ça passe par de la médiation sociale. La médiation sociale, c'est quoi? C'est les supports qu'on utilise pour discuter. Aller au restaurant, aller manger au McDo avec un enfant, ça permet au moment du repas, qui est un moment convivial, un moment d'échange, on discute, on parle du sérieux, on peut parler de la vie, un peu se défouler. Moi, j'ai eu des situations, j'ai débloqué des situations parce qu'on faisait le baby-foot avec un jeune. Un jeune qui était violent, qui normalement devait placer, mais on a conseillé la famille de mettre plutôt la mesure à aider l'aide éducative à domicile. Comme ça, les éducateurs viendront à la maison apporter un soutien éducatif à domicile pour essayer d'assister le parent et combler le vide en termes d'accompagnement socio-culturel parce que les parents n'ont pas le réflexe et consort. C'est avec le baby-foot. Et le jeune avait ce souci et il voulais à chaque fois, voilà, mener, dominer les jeux. Et moi, j'étais bon. Et à chaque fois, et ça créait une relation. Je puis aider ces jeunes-là à avoir un projet, à avoir un contrat jeune majeur, à régulariser sa situation et à trouver une formation. Pourquoi? Parce qu'on était devenus des amis. J'allais manger des kebabs avec lui, même si j'aime pas. Il n'a jamais mangé le kebab avec son père et pourtant, j'avais l'âge de son père. Donc voilà, donc il était plus à l'aise avec moi en peu de temps qu'avec son père. C'était des réflexes. Moi, la première fois, je dis à son père, on va venir jouer, machin et tout ça. Jouer avec son père, tu vois que c'était compliqué. Mais au fur et à mesure, le jeune s'est mis, le père s'est mis et sa relation commence à se construire. Construire une relation et travailler avec le parent, c'est qu'autour du jeu, c'est qu'autour de la médiation sociale. Aujourd'hui, ce qui nous manque en famille, c'est construire le lien qui va favoriser, qui va valoriser, qui va construire l'esprit de la famille, qui va construire la relation sociale. Jouer ensemble avec les enfants, aller au cinéma, sortir, aller faire des courses. Des fois, le père avec les garçons, ça arrive comme ça, tu as 200, 300, tu ramènes les enfants, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? On va aller manger au McDo, on rentre, machin et tout ça. Oui, tu dépenses 20 €, faut pas attendre seulement d'acheter un sac de poulet, à chaque carton de cuisses de poulet, que les enfants mangent à part, toi tu manges à part. Non. Tu peux te dire, voilà, on va cuisiner ensemble, on va faire des gâteaux ensemble. Faire des gâteaux ensemble, ça coûte quoi? Le paquet de farine, c'est même pas 1 €. Le paquet de levure chimique, tout ça.
Tu peux regarder les tutos sur YouTube, faire des gâteaux avec les enfants. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Donc, il y a des choses comme ça on peut faire. Je pense que les expériences, comme tu as dit, parlant de nos expériences, les expériences, c'est pas forcément aller chercher, je sais pas quoi. Être dans la cuisine avec les garçons, faire des challenges de cuisine, des recettes et tout. Moi, je fais chez moi chaque week-end. Chacun choisit la recette qu'il va faire. On fait des challenges. Moi, je fais machin et tout ça. Et ça permet à ceux qui, d'aller chercher des trucs à cuisiner, machin. Au lieu que les enfants perdent du temps, aller sur Internet, écouter de la musique, ils vont aller sur Internet, aller chercher des recettes qu'ils vont cuisiner parce que, voilà, c'est son challenge, parce qu'il faut qu'ils battent des records, parce à la fin, on va mettre des notes. On mange, on fait une recette, on fait un dessert, on met des notes à la fin et c'est intéressant. C'est des petits trucs comme ça crée des liens, ça crée de la relation. Et c'est cette relation qui est construite dans les temps que l'enfant a besoin. Et la carence affective, c'est le premier facteur qui détruit l'environnement de l'enfant et qui fait en sorte que notre enfant va chercher le lien à l'extérieur. Et généralement, dans des quartiers, dans des cités, c'est les grands frères qui influent sur nos enfants. C'est les grands frères qui influencent nos enfants et ils vont le mettre dans leur business parce que ils sont dans le business, ils ont besoin de jeunes parce qu'ils sont protégés par la loi. Ben, ils vont être des guetteurs, ils vont être dans le deal. À un petit moment, on va lui donner un petit jeune pour filmer, pour qu'il puisse prendre de la hauteur 2 ou 3 fois. Avec la crise d'adolescence, on a envie de goûter, on a envie de s'affirmer, on a envie de montrer qu'on est grand. C'est vrai que ça finira comme ça. Mais le placement, c'est pas une solution. En tout cas, à toutes nos sœurs et frères, moi, j'ai une association qui s'appelle les Compagnons du Relais d'insertion sociale. On est un groupe des éducateurs spécialisés qui ne sont pas forcément congolais, mais d'origine africaine où je suis le fondateur. On a pris l'idée de mettre en place des dispositifs d'insertion, d'accompagnement et de soutien à la parentalité pour aider nos parents, pour aider nos compatriotes qui sont en difficulté. On les aide dans les quotidiens en tant que bénévoles. Et je suis en train de mettre en place un projet, un dispositif en fait de parrainage de proximité. Parce qu'on a compris que la première difficulté, c'est que nos compatriotes aussi, en tout cas d'origine africaine, n'ont pas confiance non plus au Babtou. Mais il y a des éducateurs spécialisés, les assistants des services. J'entends très mal. Non, oui, le son. Oui, voilà, c'était par rapport à l'appel. J'ai un appel. Donc, je pense que sur ce point-là, il y a des assistants sociaux qui sont très bien. Hein, il y a des éducateurs spécialisés qui sont bien, hein, qui ont aussi ces côtés, qui comprennent, qui cherchent à connaître les cultures des autres, qui sont vraiment dans leur métier. Et il y en a aussi ceux qui sont venus par opportunisme, parce qu'ils savent que dans le métier du travail social, tu ne vas pas chômer, parce qu'il y a du travail. Donc, on vient pour faire de l'argent. Voilà, on ne vient pas pour accompagner, on ne vient pas pour aider les gens, mais on vient parce que c'est un travail, parce qu'on a besoin de gagner facilement l'argent, parce que donc voilà. Donc sur ce point-là, je revenais peut-être s'il y a lieu, mais vraiment il faut que les gens comprennent qu'il y a des volets dans la protection de l'enfance. Il y a la mesure administrative, la protection administrative qui est basique, qui est limitée à la prévention, à l'aide éducative à domicile et d'éviter la mesure judiciaire, la protection judiciaire. Quand on passe à la protection judiciaire, ça devient l'accompagnement renforcé avec des contraintes et qui finit généralement par le placement. Et dès lors, on place son enfant, en tout cas, généralement, les enfants placés ratent dans la vie. Je n'ai pas vu un enfant placé, que ce soit en famille d'accueil, parce qu'il y aura la question de la carence affective qui est fondamentale pour les enfants, le fait de ne pas voir sa mère, le fait de ne pas voir ses parents, et là, ça a vraiment une influence négative sur les enfants. Et la dernière chose pour dire, s'il faut donner conseil à nos mamans, les mamans doivent comprendre qu'aujourd'hui, même si, ils arrivent à ce que dans la relation des couples, c'est compliqué, c'est difficile et qu'on ne peut pas se mettre ensemble et que vous décidez à vous séparer, il ne faut surtout pas priver vos enfants de leur père. Le père peut avoir une influence aussi. Faites en sorte que les garçons puissent au moins garder le lien. Vous pouvez vous organiser. Chacun peut refaire sa vie. Ou même si, on regrette la manière dont les choses se sont passées et qui a amené cette séparation. Mais faites en sorte que pour l'avenir de l'enfant, qu'il y ait des échanges et qu'il y ait une collaboration dans ce sens-là. Quelquefois,
nos caprices, nos difficultés relationnelles avec nos ex et tout peut nous amener à avoir un comportement difficile et de refuser à ce que l'enfant aille chez son père, mais les services sociaux ne regardent pas ça. Les services sociaux regardent la réalité, regardent les droits, regardent la loi. L'autorité parentale est partagée. Le père a aussi droit, du point de vue affectif, d'être en lien avec son enfant, même s'il a été méchant avec l'enfant. On ne prive pas de manière éternelle un père de regarder d'être en relation avec son enfant. Donc, ce sont des points que vous aussi, les mamans, mais aussi les papas, à réfléchir, à regarder. Sachant qu'un garçon qui évolue dans un environnement monoparental, là, c'est l'expérience qui est prouvée. Tous ces garçons cherchent d'une manière ou d'une autre à jouer le rôle du père. Et à un certain moment, ils commencent à chercher à avoir le contrôle de la maman, à avoir l'autorité de la maman, l'autorité sur le cerf. Et là, ça devient négatif et ça a des conséquences sur l'éducation de l'enfant. Et si la maman n'a pas aussi de personnalité pour gérer cette situation, ça amène à ce que ça amène et ça crée une situation, une frustration. Et souvent, c'est compliqué. Voilà. Merci. Donc, je veux juste rebondir ce que je disais tout à l'heure. Donc, Monsieur Chimal nous disait que quand il a parlé de la transmission, donc il a dit ceci, il a dit on avait dit un jeune qui se retrouve dans un établissement pénitentiaire pour mineurs devient encore plus délinquant. Donc, il confirme ce que vous avez dit. À sa sortie de prison, et quand lui parlait de la transmission, cela veut dire que nous avons la possibilité d'éduquer nos enfants de leur bas âge. Tout à fait. Il n'y a pas mieux que ça. L'affection, c'est ce que vous avez dit. Donc, je tenais juste à rectifier un peu et comprendre un peu le sens. Donc, merci, Roland. C'était vraiment très important parce qu'on a tous des enfants et moi, j'ai appris encore des choses malgré que je fais le même domaine, mais on n'est jamais satisfait ou on n'est jamais complet. Tout seul. Complet, non. Chacun sa spécialité. Voilà, celui qui a une spécialité dans le domaine du handicap ne peut pas forcément maîtriser la protection de l'enfance. Voilà, oui. Donc c'est pas pareil. C'est pas le même expérience. Mais le mieux en fait, c'est quand tu commences dans le métier du travail social. Moi, je pense que il faut commencer dans le milieu du handicap parce que tu vas voir de l'empathie. Parce que c'est ce que moi je fais. Moi, j'ai embrassé la protection de l'enfance plus tard. J'ai commencé d'abord dans le secteur du handicap et je vis des difficultés. J'avais de l'empathie, je apportais de l'aide. Et ça crée un peu l'esprit humain. Et quand tu arrives dans le secteur de la protection de l'enfance, parce que travailler dans la protection de l'enfance, il faut avoir du caractère, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du vécu. Et l'éducateur en protection de l'enfance est d'abord l'adulte référent. Donc, il est le modèle, il doit être le modèle, il doit avoir lui-même la capacité d'assurer une bonne éducation des enfants. Il doit avoir de la personnalité, il doit avoir de l'autorité. Un jeune éducateur qui sort de l'école comme ça et qui veut travailler dans la protection de l'enfance, on ne le prend pas. Non, on cherche, il faut un peu du vécu, il faut de l'expérience parce que tu vas t'affronter avec des jeunes qui, de par leur parcours, ont fait 5-6 familles d'accueil, ont fait la prison, et puis on fait du foyer en foyer, et ces jeunes-là sont devenus incontrôlables. Donc, il faut une personne qui a du caractère, qui a du répondant pour qu'il arrive à travailler. Mais pour travailler avec ces enfants-là, on met de la médiation sociale, on est dans la relation sociale et la relation sociale se construit autour du jeu, autour de la nourriture, donc bref, de la médiation sociale, chercher des supports qui vont faciliter la relation. Sans ces supports, vous ne pouvez pas rentrer en relation avec un enfant. En famille, sans les supports, sans l'intermédiation, tu ne peux pas rentrer en relation avec un enfant. Lorsqu'il y a une tension, voilà, même dans des couples, on le voit. Hein. Donc voilà, donc un petit gâteau, c'est pas un cadeau, mais gratifier le geste responsable d'un enfant, gratifier, pas tout le temps, c'est pas forcément donner 100 €, 50 € ou des cadeaux, comme tu l'as dit, l'enfant roi et tout, non. On gratifie selon l'acte posé de manière positive par l'enfant et on le gratifie pour renforcer et puis pour consolider le lien. En tout cas, il n'y a pas mieux que la consolidation du lien qui est construit dès le bas âge. Mais en tout cas, surtout, la plupart des enfants qui sont placés réellement, c'est des enfants qui vivent dans des familles monoparentales et c'est la conséquence
souvent de l'absence du père Oui. aussi qui peut jouer sur ça. Et les mamans sont souvent victimes parce qu'elles ont ce côté instinct maternel, mais aussi elles sont limitées des fois par le fait qu'elle est avant tout maman et femme et elle a aussi besoin qu'elle puisse être sous les bras d'un homme. Et nous, les hommes, souvent, on n'est pas responsable en famille. On laisse la responsabilité de la gestion des enfants aux mamans et on endosse la responsabilité que quand tout va bien. Donc, si le papa, en tout cas, les hommes se mettaient aussi et comprenaient que, ben voilà, il fallait qu'ils soient plutôt les supports pour qu'on arrive à mieux répondre aux besoins de l'éducation des enfants, les choses vont être mieux. Les enfants ne sont pas difficiles. C'est nous qui rendons nos enfants dans cet état. C'est nous qui faisons en sorte que nos enfants deviennent compliqués et incontrôlables. Donc, si on construit une très bonne relation dès le bas âge, je ne vois pas cette difficulté-là. On n'a pas forcément besoin d'avoir une éducation à l'européenne qui n'est pas forcément meilleure aussi, parce qu'il y a des failles aussi dans toutes les cultures. On ne va pas croire que l'éducation européenne est meilleure ou la culture européenne. Non, il y a pas de culture qui soit bonne ou mauvaise, mais moi je pense que la meilleure des choses, c'est qu'on essaie en tout cas de métisser, de construire un dynamique qui tourne, qui rôde autour de tout ce qui peut permettre à ce que l'enfant puisse avoir vraiment des capacités, puisse évoluer de manière à ce qu'il puisse être ouvert d'esprit. Voilà, l'ouverture d'esprit fait en sorte que l'enfant peut bien grandir. Quoi, ouais. Merci Roland, merci vraiment pour ton intervention. Et de toute façon, je te contacterai, donc on va organiser autre chose. Voilà, Donc, à bientôt, merci. Voilà, vous venez de suivre, donc je pense que j'ai dépassé de 6 minutes. Donc, je tenais à remercier les personnes qui étaient connectées ce soir. Donc, Monsieur Christophe, je vous dis bonsoir. Linda, merci pour ton intervention. Merci à Pascaline, elle a eu un petit souci avec son téléphone. Olga, je te dis merci, Monsieur Tonton Dadi, je te dis merci encore. Pasteur Serge, Jocelyne, je te dis merci. Et les personnes qui me connaissent ou qui étaient connectés. Donc, je vous dis merci et Mama Grâce. Bonne soirée et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye. Au revoir.